Tu veux savoir, tu mesures, tu affines, tu traques chaque détail. Et plus tu regardes de près, plus quelque chose t'échappe. Tu crois observer la réalité, en fait, tu la déranges. Tu veux la position, tu perds la vitesse. Tu veux la vitesse, la position se brouille. Toujours. Pas à cause de toi, pas à cause de l'appareil, à cause du monde. Heisenberg l'a compris, il a décrit, et rien n'a été pareil après. Ce que tu crois fixe ne l'est pas, ce que tu crois savoir te glisse entre les doigts. Et si la certitude elle-même n'était qu'un mythe? Pendant des siècles, la physique semblait claire. Tu avais des lois, des équations, Newton, Galilée, Maxwell, des cerveaux capables de décrire le mouvement des planètes, la chute des corps, la lumière. Tout semblait logique, prévisible, mécanique. Tu prenais une bille, tu connaissais sa position et sa vitesse, et tu pouvais dire exactement où elle serait dans 1 heure, ou dans 1 an. Un monde parfaitement lisible. Et puis les choses ont commencé à déraper. Fin 19e, début 20e siècle, des expériences deviennent incompréhensibles à la lumière des lois classiques. La lumière agit tantôt comme une onde, tantôt comme une particule. Les électrons refusent de suivre les trajectoires prévues. L'énergie ne circule plus de façon continue, mais par paquets, des quantas. Tu entres dans un territoire où les règles changent. Les anciens outils ne suffisent plus. Les équations de Newton, si précises à l'échelle humaine, deviennent floues dès qu'on zoome. Impossible de suivre la trajectoire exacte d'un électron. Impossible même de savoir ce qu'est une trajectoire à cette échelle. C'est dans ce chaos que surgit un jeune physicien allemand, Werner Heisenberg. Il n'a pas encore 30 ans, il est discret, méthodique, radical. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qu'on imagine que les particules font quand on ne les regarde pas, c'est ce qu'on mesure réellement, ce qu'on peut affirmer, pas ce qu'on suppose. Et en 1927, il énonce quelque chose de brutal, quelque chose qui ne fait pas que bousculer les équations, ça remet en cause le savoir lui-même. Plus tu connais précisément la position d'une particule, moins tu peux connaître précisément sa quantité de mouvement. Et inversement. Ce n'est pas un problème de précision technique, ce n'est pas une marge d'erreur qu'on peut réduire. C'est une limite fondamentale. Tu ne peux pas tout savoir à la fois. Cette idée, c'est une fracture, un basculement, un principe simple dans sa forme, mais vertigineux dans ses conséquences. Il va forcer toute la science à revoir ses fondations. Il va dire à Einstein sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Et il va aussi ouvrir la porte à une nouvelle manière de penser le monde, pas comme une horloge bien réglée, mais comme un espace d'incertitude tissé dans la matière elle-même. Le principe d'incertitude est une relation stricte, une règle dure, inscrite dans la structure même du réel. Heisenberg l'a formulé d'abord de manière intuitive. Il est impossible de connaître simultanément, avec une précision absolue, la position et la quantité de mouvement d'une particule. La quantité de mouvement d'une particule, c'est simplement sa vitesse multipliée par sa masse. En gros, ça te dit à quelle vitesse elle file et dans quelle direction. Alors, pourquoi on ne pourrait pas connaître les deux? Pourquoi ce serait interdit? Bon, prends une balle de tennis. Tu peux dire où elle est. Tu peux mesurer sa vitesse avec un radar, pas de problème, tu as sa trajectoire. Mais cette balle est énorme à l'échelle quantique. Elle contient des milliards de milliards d'atomes. Elle est trop grosse pour que ces effets apparaissent. Maintenant, remplace la balle par un électron. Essaye de faire pareil. Tu veux savoir où il est et où il va. Le problème réside dans l'observation. Bon, ça c'est trivial évidemment, mais quand je dis que cela réside dans l'observation, je ne sous-entends pas l'échelle, mais la manière d'observer. À l'œil nu, impossible. Même avec le microscope le plus puissant, tu ne verras rien. C'est trop petit, trop rapide, trop flou. Pour observer cet électron, comme d'habitude, il faut l'éclairer. Tu envoies un photon sur lui, une particule de lumière, comme tu pointerais une lampe sur une bille dans le noir. Mais à cette échelle, le photon perturbe l'électron. Il le fait bouger et il modifie sa trajectoire. Plus tu utilises un photon énergétique, donc à petite longueur d'onde pour mieux le voir, plus tu le bouscules. C'est là que le principe devient clair. Si tu veux une image très nette de la position, tu envoies des photons courts, très énergétiques, mais ces photons donnent un coup à l'électron qui change alors de vitesse. Résultat, tu sais parfaitement où il est, mais tu ne sais plus du tout comment il bouge. A l'inverse, si tu veux savoir comment il bouge, tu dois l'éclairer plus doucement, mais alors tu ne peux plus voir précisément où il est. Et ce n'est pas un défaut d'instrument, même dans un univers parfait, avec un microscope magique, tu n'y arriverais pas. C'est la nature même des choses à cette échelle. Il y a d'ailleurs une relation mathématique très simple de ce principe. Dans sa version compacte, voici la formule. Le delta x, c'est l'incertitude sur la position. Delta p, c'est celle sur la quantité de mouvement.
h bar est une constante minuscule de la nature, c'est la constante de Planck divisée par 2π. Le h bar on l'appelle aussi la constante de Planck réduite ou la constante de Dirac. Mais grosso modo, ce que ça dit, c'est simple, le produit des incertitudes ne peut jamais être inférieur à une certaine valeur. Si l'une est très petite, l'autre est obligée d'être très grande. Ça veut dire quoi concrètement? Tu veux localiser un électron avec une précision de 1 milliardième de mètre, alors l'incertitude sur sa vitesse devient gigantesque. Il pourrait partir dans tous les sens à des vitesses proches de celles de la lumière. Tu veux connaître précisément sa vitesse, alors tu dois renoncer à savoir exactement où il est. Et attention, encore une fois, ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas un défi à surmonter, c'est une limite. En soi, même si cet univers est doté d'un dieu, il ne pourrait pas faire mieux. Mais bon, la question est donc, pourquoi ce flou ? Alors évidemment, ce n'est pas une question de conscience ni de secret caché. Les particules n'ont pas envie naturellement de nous faire chier. En fait, les particules quantiques n'ont pas en elles-mêmes une position et une vitesse définies tant qu'on ne les mesure pas. Ce qu'elles ont, c'est une fonction d'onde, une sorte de nuage de probabilité. Quand tu fais une mesure, tu fais effondrer ce nuage. Il y avait plein de probas dans tous les sens, mais avec une mesure, une seule sort vainqueur de ces probas. Ainsi, tu choisis une valeur, mais tu perds les autres informations. Tu gagnes une chose, tu en perds une autre. Pas de triche, pas d'astuce. C'est comme si la nature te disait « choisis ta question, mais tu n'auras pas toutes les réponses à la fois ». Ainsi, il est peu dire que ce principe change tout. Il dit vraiment que la réalité, à sa base, n'est pas complètement connaissable. Et surtout, il ne s'applique pas qu'à la position et à la vitesse. Il existe d'autres couples de grandeur incompatibles, comme l'énergie et le temps. Tu peux connaître l'énergie moyenne d'un état, mais si tu n'observes que pendant un temps très court, tu ne peux pas connaître cette énergie avec précision. Et inversement, pour mesurer l'énergie précisément, tu dois attendre longtemps. En gros, on est dans un monde où la connaissance elle-même est encadrée par des limites naturelles. Et ça, Einstein ne pouvait pas l'accepter. Pour Albert Einstein, la science devait décrire une réalité objective. Une particule devait avoir une position et une vitesse, qu'on les mesure ou pas. Il croyait donc que la mécanique quantique était incomplète, qu'il manquait quelque chose. Il pensait qu'il existait des variables cachées, des éléments invisibles encore non découverts, qui expliqueraient pourquoi une particule choisit tel ou tel comportement. Une logique cachée derrière le chaos apparent. Ainsi, dans sa manière de penser, Albert Einstein est entré très rapidement en confrontation avec Niels Bohr. Ces deux géants se sont affrontés dans une série de débats restés célèbres, notamment lors du congrès de Solvay en 1927. Einstein multiplie les contre-exemples, les expériences mentales, il veut piéger la mécanique quantique, prouver qu'elle est incomplète. Bohr, lui, de son côté, il les démontre un à un. Il défend l'idée que l'acte de mesurer fait partie du phénomène, qu'avant la mesure, la réalité n'est pas fixée. Pas parce qu'on l'ignore, mais parce qu'elle n'existe pas encore sous la forme qu'on veut lui donner. C'est l'interprétation de Copenhague portée par Bohr, Heisenberg et d'autres. Elle affirme que la réalité n'a pas de propriété définie sans interaction, mais aussi que toute mesure modifie le système. Et ce qu'on observe n'est qu'un des résultats possibles parmi tous ceux que permet la fonction d'onde. Ce que tu choisis de mesurer détermine le genre d'information que tu obtiens. Mais en faisant ce choix, tu renonces à d'autres informations. C'est comme ouvrir une porte et sceller toutes les autres. Le principe d'incertitude devient alors un principe de réalité conditionnelle. Ce que tu observes dépend de l'observation elle-même. Et c'est là que la philosophie fait une crise d'épilepsie. Qu'est-ce que la réalité si elle dépend de l'acte de la mesurer? Est-ce que le monde existe de manière indépendante de ton observation? Y a-t-il un réel en dehors de ce que la physique peut formuler? Avant, on pensait que tout pouvait être connu si on avait les bons outils. Après Heisenberg, cette idée a pris un coup. On ne parle plus de connaître tout le système, mais de connaître des probabilités sur les résultats d'une expérience. On ne fait plus de prédictions déterministes, mais statistiques. Et ça marche, mieux que tout ce qu'on avait avant. Mais c'est un autre rapport au monde. D'ailleurs, le principe d'incertitude, on l'appelle aussi le principe d'indétermination. Et en vrai, ce nom a bien plus de sens. Ainsi, à l'échelle humaine, le principe d'indétermination ne se voit pas, mais il agit partout. Que ce soit dans les transistors de ton ordinateur, dans les lasers qui lisent les codes barres, dans les GPS qui synchronisent l'horloge atomique, ou même dans les expériences qui sondent les trous noirs et l'origine du temps. Ce n'est plus juste un mot, c'est un principe que tu peux comprendre, expliquer et reconnaître. Donc oui, l'univers n'est pas un livre ouvert, mais il n'est pas muet non plus. Merci à tous les tipeurs pour leur soutien financier. Je tiens à revenir sur le fait qu'à la base, il devait sortir une pseudo-FAQ en août, mais je suis perdu dans la rédaction du script. Donc ça sortira pas avant octobre. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, à la prochaine.